Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo petite vidéo où on va faire un petit peu un suivi de l'évolution de la situation. Vous l'avez entendu peut-être, ce fameux diplomate de l'Union européenne dont les propos ont été extrêmement véhéments, menaçant l'armée russe d'être anéantie si jamais Vladimir Poutine utilisait une arme nucléaire de moyenne puissance. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça me pose un gros problème. Pourquoi? Parce que ce diplomate, il parle au nom de l'Union européenne. Sauf que, on sent bien que dans son esprit, en réalité, il ne parle pas au nom de l'Union européenne, on a l'impression qu'en fait il parle au nom de l'OTAN. Donc déjà, il y a un gros souci de connectivité dans son esprit. Le fait est, c'est que ce monsieur n'a pas un discours de diplomate. Il a le discours d'un fanatique. Le même discours qu'on aurait pu entendre dans la bouche d'un mollah iranien, ou de Saddam Hussein, ou même de Kim Jong-un, ou de Kim Jong-un, pardon. Parce que le problème, il est là, c'est qu'en réalité, l'Union européenne, peut-être que personne ne lui a dit, elle n'a pas d'armée. Que le seul moyen de défense qu'elle a, c'est l'OTAN, du fait de certains pays membres de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN. Et qui dit l'OTAN, elle dit forcément les Américains. Donc c'est bien la démonstration de ce que je dis dans plusieurs vidéos, c'est que finalement, vous êtes en train d'assister peut-être à quelque chose que les historiens dans 50 ou 100 ans nous diront que c'était l'époque charnière, c'était l'époque d'un basculement. Ce basculement de la déliquescence même des États-nations. Parce qu'arriver à ce stade d'incompétence, c'est que non seulement cette personne, elle n'a pas forcément bien compris le sens de son propos, voire même qu'elle le disait avec une stature qui ne l'autorise pas normalement à dire ce genre de choses de cette façon-là. Mais j'ai envie de dire, il est tout à fait symptomatique de ce que je vous explique depuis très longtemps sur la déliquescence même des infrastructures, des organisations, des systèmes étatiques. Parce que, je peux vous donner un autre exemple. Vous connaissez cette personne, Nathalie Loiseau. Souvenez-vous, Nathalie Loiseau, c'est cette personnalité qui a été, je crois, chef de file pour les élections européennes pour le parti présidentiel, et qui évidemment s'est complètement ratamé. Mais au-delà de cela, lorsqu'on lit ses propos, lorsqu'on lit ses interventions, il y a un moment donné, on se dit, mais qui nous avons en face de nous? Je rappelle, Nathalie Loiseau, elle est à l'Europe, elle est dans la diplomatie européenne. Sauf qu'on a l'impression parfois de lire un texte ou de lire un propos d'un gamin de 6 ans. C'est-à-dire que c'est naïf, c'est extrêmement primitif, simpliste, très engagé, évidemment. Sauf qu'on peut être très engagé et savoir utiliser à bon escient la langue française pour exprimer les choses à la mesure, je dirais même, de la stature que l'on occupe. Et puis, quand on entend parfois certains propos de politiciens qui soient polonais, par exemple, alors je rappelle, ce qui est assez paradoxal, c'est que la Pologne, dans ses mœurs politiques, est un peu à contrarie de ce que je notifierais de culte, de dogme européen. D'ailleurs, je crois qu'il y a un responsable polonais qui est passé dans une interview sur une chaîne anglophone et qui a complètement détonné en disant que de toute façon,
la Pologne, c'est un pays catholique et qu'il le restera et qu'il est hors de question d'accepter des émigrés musulmans. Ah, un journaliste, hein, pardon, vous avez bien dit que... Oui. Et le mec, il réaffirme. Donc ils assument. Ce qui est complètement contraire à la politique européenne. En Allemagne, M. Scholz, je vous l'ai dit, enfin je vous avais dit cet été peut-être qu'il ne ferait pas l'année, ou peut-être qu'il va le faire, hein, mais à quel prix? À quel prix? Parce que malgré cela, les médias, vos médias en France, vous avez remarqué que l'Allemagne a complètement disparu des reportages. Il faut savoir qu'il y a une manifestation qui a eu lieu récemment où des Allemands se sont opposés, des manifestants pro-Ukraine, en les traitant de néo-nazis. Évidemment, hein, chacun y verra ce qu'il voudra y voir pour interpréter les choses, que c'est des néo-nazis qui traitent les pro-ukrainiens d'être néo-nazis. En fait, c'est le schéma habituel. Donc l'Allemagne, en effet, aujourd'hui, les Allemands, qui ont vécu pendant presque 30 ans dans un confort économique, ultralibéral, tout le monde était content, la liberté, la démocratie. Sauf que malheureusement, pour pouvoir mettre en place une politique écologique contre le nucléaire, etc., eh bien l'Allemagne s'est rendue dépendante. Dépendante du gaz russe. Et c'est la merde. C'est tellement la merde que là, on vient de vendre, la France vient de vendre du gaz à l'Allemagne. Du gaz qui pourrait vous servir à vous, hein, mais non. Donc, enfin, pour la petite anecdote, vous avez peut-être vu cette vidéo si vous connaissez cette chaîne YouTube qui est Trouble Fête. Et récemment, il a publié une vidéo sous-titrée « Les 3 raisons pour lesquelles vous allez avoir froid cet hiver ». Il faut dire que dans sa vidéo, très bonne vidéo, avec détails, etc., il vous explique à un moment donné l'arnaque dont je vous ai déjà expliqué sur ce marché européen, sur la volonté de l'Union européenne de libéraliser les marchés de tout l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, ce qui fait que, aujourd'hui, les Français, vous êtes dans la merde parce que vous avez une capacité nucléaire qui permettrait de vous sauver cet hiver, mais comme la France est engagée dans un marché, vous allez la payer, votre électricité. Et dans sa vidéo, il expliquait que sur le marché, le coût de production électrique était de 42 ou 49 euros le kilowattheure, ou mégawattheure, je ne sais plus. Je vous le mettrai là si je le retrouve. Et que finalement, quand vous regardez votre facture électrique, alors vous particuliers, ça va pour l'instant parce que le prix d'électricité pour les particuliers est plafonné, ce qui n'est pas le cas pour les professionnels. C'est la raison pour laquelle vous voyez des tas de reportages sur le fait que des tas de professionnels aujourd'hui sont dans la merde. Eh bien, vous avez Le Monde qui nous a fait un debunk pour nous expliquer que non, c'est pas vrai. Alors oui, il y a bien un tarif à 42 euros, 49 euros, mais c'est le prix franco-français. Et que, par conséquent, les Français, en fait, payent l'électricité par rapport au marché européen. Rendez-vous compte que la Libération vous fait un fact-checking pour vous expliquer que le prix que vous pourriez payer, en réalité, vous ne pouvez pas le payer parce que vous êtes obligé par l'Union européenne de le payer sur le prix du marché. Et pour dire, non, c'est pas vrai que les Français pourraient payer, non, parce que c'est énorme. Et donc, dans sa vidéo, Trouble Fête, parlait de ce problème. Sauf qu'il parlait tellement de problèmes qu'il a évidemment mis en évidence les contrariétés, les incompétences de Le Maire, et ça n'a pas plu évidemment à Le Maire, qui a certainement appelé à Radio France pour demander à Radio France de faire une claim, c'est une contestation, je crois, ou je sais plus, c'est pas contestation, c'est une plainte pour droit d'auteur.
Parce qu'évidemment, Trouble Fête a utilisé quelques extraits de France Inter. Et donc YouTube a striké sa vidéo. La vidéo a été censurée, elle a disparu. Alors je vous rassure, si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo qui est disponible sur Odyssée, bien sûr. Et donc, tout ça pour vous rappeler que vous êtes aujourd'hui dans la merde. Vous êtes dans la merde parce que je vous donne quelques exemples comme ça dans mes vidéos de gens qui prouvent leur incompétence. Regardez aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de l'état dans lequel se trouve l'Assemblée nationale aujourd'hui. Regardez l'Assemblée nationale, c'est des chamailleries, c'est des noms d'oiseaux, c'est des sujets mais secondaires. Comme je vous le rappelle, Caron, je ne me souviens plus de son prénom, qui nous fait un projet de loi pour interdire les corridas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation des Français? Non. Alors, oui, en effet, là récemment, le Parlement français a voté une loi, je crois, un projet de loi sur une taxation des profits, une taxation pour les riches. Alors la loi doit passer vers le Sénat. Il y a des chances que le Sénat retoque la loi directement. Mais c'est bordel. C'est-à-dire quand on regarde l'Assemblée nationale aujourd'hui, on a l'impression d'une cour d'école. Le maire qui nous fait sa mijaurée, parce que le Rassemblement national l'a traité de traître. Excuse-moi mon coco, mais quand on voit ce que tu fais, ce que tu dis, la merde que tu dis, les contrariétés, les retournements de veste que tu as fait depuis que tu es aux affaires, oui, tu es un traître, tu es un lâche, parce que tu n'assumes pas tes conneries. Oui, j'accuse le Rassemblement national d'avoir porté atteinte à ma dignité, etc. Donc, c'est l'offuscation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus ça va, plus il se planque derrière l'offuscation. Je suis monsieur Very-Prout-Prout. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Alors oui, certes. Mais le problème, c'est que toi, tu ne respectes même pas ta propre dignité de faire ton boulot correctement, ou même d'admettre que tu as déconné, que tu as fait de la merde, que tu as menti aux Français. Mais non. Hors de question. Alors je ne vais pas revenir sur Macron. Alors Macron qui nous a fait sa petite interview. Alors attention, je tiens à faire remarquer que Macron a fait extrêmement attention face aux questions qui lui étaient posées. Parce qu'évidemment, les questions qui étaient posées, c'était des questions très engagées, très rentre-dedans. Oui, alors, sommes-nous en guerre contre la Russie? Officiellement non, puisque la Russie, pour l'instant, n'a pas déclaré la guerre. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, tout ce que vous êtes en train de voir et d'entendre sur le problème ukrainien, alors là, on a des missiles qui ont été tirés sur Kiev, sur d'autres villes ukrainiennes, il y a des civils qui sont morts, c'est la réponse à l'attaque du pont, alors certains disent que c'est en fait les Russes qui ont attaqué leur propre pont pour pouvoir justifier d'attaquer les missiles, et là nous avons les Ukrainiens qui ont bombardé un centre ou un entrepôt de munitions à Belgorod qui est en Russie. Donc là, les Ukrainiens ont bien attaqué le territoire russe, comme ils l'ont fait en Crimée. Donc c'est l'escalade. Et c'est de cette escalade, c'est quoi le but? Le but, c'est tout simplement de pousser Vladimir Poutine à signer, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, un décret qui déclare officiellement la guerre à l'Ukraine. Donc c'est la raison pour laquelle Macron fait très attention de bien ramener la question dans un contexte dans lequel il est obligé de répondre par rapport à sa position de président, c'est-à-dire la France soutient l'Ukraine face à l'attaque russe, mais il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'alliance, non. On ne peut pas déclarer la guerre à la Russie. En revanche, si la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, ça veut dire que dans ce cas-là, tous les pays qui apportent de l'argent, du matériel, du soutien, de la logistique, voire même des hommes de façon non officielle, à un moment donné, il va y avoir un positionnement à prendre. Alors quand Macron dit « nous sommes en guerre », oui, c'est un problème sémantique parce que non, nous ne sommes pas en guerre.
puisqu'il n'y a pas de déclaration de guerre. Nous soutenons un pays agressé, mais nous ne sommes pas en guerre contre le pays qui a agressé le pays que nous soutenons, officiellement. Donc là, ils sont un petit peu, si vous voulez, on a l'impression, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les historiens, peut-être dans 30, 50 ou 100 ans, relateront cette époque, cette période comme étant une époque charnière. Parce qu'on sent bien qu'ils sont dans la merde. Parce qu'on sent bien que tout ce qu'ils avaient développé depuis 2014 pour essayer d'affaiblir la Russie, alors ils l'ont un peu affaibli, oui, mais pas comme ils l'espéraient. Ils espéraient qu'en affaiblissant économiquement la Russie, ça pousserait peut-être le peuple russe à se révolter contre Poutine. Mais ça n'a pas marché. Et les récentes sanctions, là pareil. Au contraire, le rouble se porte plutôt bien, il ne s'est pas effondré. En revanche, ce n'est pas le cas de l'euro, qui lui est en train de se péter la gueule. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de banques nationales. La Banque d'Angleterre en ce moment, qui est sacrément dans la merde. Et puis la Fed qui a réaugmenté ses taux. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, c'est quelque chose de sa technique, mais je peux vous dire que le fait que la Fed remonte ses taux va avoir forcément des incidences avec des effets dominos. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, la situation est que les États-Unis, pour l'instant, ils attendent le mi-terme, ils vont voir ce qui va se passer. Alors on a une crise aussi, crise identitaire, politique, puisque vous avez peut-être appris que Tulsi Gabbard, qui était une candidate aux primaires démocrates, qui est cette jeune femme vétérante, qui est très intelligente en plus, etc., qui a claqué la porte du Parti démocrate. Alors, est-ce qu'elle va peut-être se présenter aux primaires pour 2024 ? Là, il y a des sons de cloche qui commencent à se faire, sauf que le problème, vous savez que malheureusement, une élection présidentielle aux États-Unis, c'est soit vous briguez la position pour le camp démocrate ou républicain. Mais en tant que candidat pur, simple, autonome et indépendant, pour l'instant, le système n'est pas adapté pour ce genre de originalité. Et donc, aux États-Unis, comme je vous l'avais dit, la situation, ici, oui, on a de l'inflation, l'essence a un petit peu retombé, même si la Biden vient de se prendre une petite claque de la part de l'Arabie Saoudite, ce qui est légitime, puisque lors de sa campagne, Biden avait dit qu'il ferait très attention de bien vouloir mater un petit peu le prince saoudien. Le prince saoudien qui a une mémoire d'éléphant, et puis là, face à la demande d'essayer d'augmenter les productions, les Saoudiens ont dit non, au contraire, on va baisser. Donc aussi aux États-Unis, je peux vous dire une chose, c'est que les Américains, ce qui se passe en Europe, ils en ont rien à branler. C'est-à-dire que même demain, vous pouvez commencer à vous taper sur la gueule, ils s'en foutent royalement. Ici aux États-Unis, tant qu'ils peuvent mettre de l'essence dans leur truck, tant qu'ils peuvent se faire des barbecues le week-end, tant qu'ils peuvent regarder leurs matchs de football, tant qu'ils peuvent bénéficier, profiter de certains loisirs dans des parcs d'attractions, dans des centres commerciaux, etc. Le reste de ce qui se passe dans l'Europe, ils s'en branlent, mais alors comme de l'an 40. Et donc, si demain les États-Unis devaient être confrontés à un problème assez majeur sur le plan économique, comme je vous l'ai dit, ils n'hésiteront pas à tirer la chasse pour l'Europe. Donc j'ai envie de dire, observez bien ce qui est en train de se passer en Europe, avec cette guerre en Ukraine. Regardez ce qui est en train de se passer en France avec ces grèves, la CGT. Tiens, la CGT qui se réveille, qui nous fait une grève dans les raffineries, et maintenant qui va faire des grèves dans les centrales nucléaires. La CGT. Je vous ai dit ce que j'en pensais de la CGT. Je vous ai dit ce que je pensais en règle générale des syndicats. Pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je vous rappelle que j'ai été délégué du personnel, syndiqué CFDT, et que par conséquent, j'ai touché du doigt ces milieux. J'ai vu comment ils fonctionnaient, j'ai vu comment ils pensaient.
Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne sont pas là pour protéger les intérêts des salariés. Alors, je fais la part des choses entre les cellules nationales, les cellules locales, et les syndicalistes de terrain. Les syndicalistes de terrain, eux, parfois font du très bon boulot. Ils sont vraiment investis, ils sont vraiment dans la défense de leurs collègues, etc. Là-dessus, moi-même, j'étais dans cet état d'esprit-là, de défendre l'intérêt des salariés. Sauf que les cellules nationales, elles sont souvent en collusion. Collusion politique, évidemment. Contrairement aux syndicats américains. Les syndicats américains sont des syndicats corporatistes professionnels. Alors, ils peuvent être politisés, ils peuvent parfois pencher plutôt démocrates que républicains, mais en règle générale, ce sont des syndicats qui sont spécifiques à des professions, à des secteurs professionnels. Alors qu'en France, CGT n'est pas de droite. CFTC n'est pas de gauche. Elle est plutôt traditionnelle, plutôt modérée. FO n'est pas de droite. Sud n'est pas de droite. On est d'accord. Donc ces accointances politiques, elles ont forcément un intérêt. D'autant plus un intérêt quand ce sont aussi des trahisons. Des trahisons par rapport aux pensées politiques syndicales. Donc quand la CGT, plutôt de gauche, décide de demander à voter Macron, et aujourd'hui sert les intérêts de Macron, vous comprendrez que ce sont bien des traîtres. Parce que, dites-le-vous bien, le fait de faire des grèves dans les raffineries pour soi-disant augmenter les salaires, c'est une façade, c'est un décor. En réalité, la CGT est en train tout simplement de permettre aux industriels de la pétrochimie, les raffineries, les sociétés pétrolières, etc., de faire du profit. Parce qu'évidemment, le prix de l'essence augmente. Et le double emploi que je vous ai dit, c'est aussi de commencer à faire monter la température dans la société française. On l'a bien vu. Combien de gens commençaient à vouloir s'entretuer? L'un d'entre vous m'a rectifié sur le fait que j'avais dit qu'il y avait une personne qui était morte, et en fait elle n'est pas morte, elle est sauve, heureusement. Parce que mourir pour de l'essence, c'est quand même ballot. Quoique. Vous vous souvenez de ce film? Très connu, grand classique, Mad Max. Le premier, je ne parle pas du deuxième, premier film. Si vous n'avez jamais vu ce film, eh bien je vous invite à le voir. Parce que ce film, en dehors de l'histoire sur ce personnage, aujourd'hui mondialement connu, interprété par Mel Gibson, le contexte du film se passe justement dans une situation d'effondrement de la société. Je n'en dis pas plus. Provoquer l'effondrement. Mais vous allez me dire, mais dans quel intérêt? Eh bien toujours le même que je vous tanne, que je vous raconte, que je vous dis depuis longtemps. Installer le chaos dans une société, c'est l'opportunité, la raison d'être, de pouvoir permettre à un gouvernement de mettre en place des lois liberticides, puisque vous aurez des Français qui auront peur du chaos, qui auront peur de la violence, qui auront peur de la délinquance, qui auront peur des migrants, qui auront peur de l'insécurité, qu'on est en train actuellement d'alimenter, constatez-le. Eh bien, tout un jour où ça va partir en vrille, il va y avoir des morts, il va y avoir des gens qui vont s'entretuer, ils vont se pointer au Parlement en présentant une loi, la loi de sécurité et de restauration de la République. Et dans cette loi, on va instaurer, comme on l'a fait, comme on l'a testé pendant la pandémie, une suspension de certaines libertés individuelles. Une suspension des libertés individuelles, ça comprend aussi la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de se déplacer, la liberté de penser. Regardez aujourd'hui, je vous ai parlé de cette fameuse carte ID digitale brésilienne. Elle n'est pas la seule. Le Canada va certainement y passer.
Nous, aux États-Unis, nous y sommes presque, puisque aujourd'hui, ce qui fait véritablement foi de pièce d'identité, c'est le permis de conduire. Mais en règle générale, le permis de conduire permet à la police d'avoir dans des fichiers un ensemble de données, un ensemble d'informations digitales sur vous. Donc c'est tout pareil. Vous avez l'Inde, je crois, qui va également y passer. Et puis il y a quelques autres pays, je crois l'Afrique du Sud, bon, la Chine évidemment. Donc vous voyez, l'identité digitale est en train de s'installer. J'ai même lu, alors je parlais de la Chine, j'ai lu un monsieur qui disait oui, il y a certaines presses, certains sites qui racontent des choses inadmissibles, etc. Quand est-ce qu'on va interdire ces sites ? Quand est-ce qu'on va les bloquer ? Et je leur ai répondu, vous savez, la Chine le fait déjà. Mais je sais que vous en rêvez. Sous-entendant que oui, pour faire taire les oppositions et les critiques, voire même des révélations, voire même des voiles qui sont levés sur certaines vérités, il est tellement plus simple de penser à vouloir supprimer, censurer, bloquer, détruire, faire fermer ces sites. Vous avez certainement vu, il y en a qui s'offusquent de voir que RT France continue à fonctionner sur Internet. Crime de lèse-majesté. Rendez-vous compte, une chaîne russe, francophone, qui continue à déverser ses mensonges et sa propagande. Donc on est toujours dans ce processus de déliquescence, à tous les niveaux. Donc si vous avez aujourd'hui un problème pour faire de l'essence, si demain on vous coupe l'électricité, demain vous n'aurez plus les produits de première nécessité, ou alors vous les aurez peut-être, mais à des prix tellement énormes, parce que vous avez un Bruno Le Maire qui est tellement incapable qu'il ne fera pas, ou ne décrétera pas un blocage des prix sur les produits essentiels, ou tout du moins à temps. Il y a toujours un train de retard, en règle générale. Quand vous voyez Macron dans cette interview, que vous savez lire entre les lignes, vous comprenez que oui, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde parce que le plan qu'ils avaient prévu ne se déroule pas comme prévu. Parce qu'ils ont des acteurs qui sont en train de les lâcher, comme l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Pologne ne va pas tarder, la Hongrie, la Bulgarie, l'Italie, même si tout le monde chantait au scandale de voir cette candidate mussolinienne gagner les élections législatives. Oui, sauf que le problème, c'est que là, récemment, les propos qu'elle a eus, ça en a calmé plus d'un. Parce que finalement, elle s'aligne. Je vous l'ai dit, en politique aujourd'hui, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de politicien qui sera là pour sauver la situation. Parce que si vous en avez un, de toute façon, il se fera tacler. Ils feront tout pour l'empêcher de rentrer dans le cercle politique. Tous ceux qui sont dans le cercle politique aujourd'hui, dites-vous bien, que ce soit Zemmour, Le Pen, Macron, ils font tous partie du même système. Certains jouent des rôles. Le Front National, le Rassemblement National, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, a joué son rôle et joue toujours son rôle. Mais ils n'auront jamais le pouvoir. Ils n'accéderont jamais au pouvoir. Et même si par accident ils accèdent au pouvoir, il se passera exactement la même chose que vous êtes en train de voir en Italie. C'est que sur certains points sur lesquels ils étaient critiques véhéments et ils disaient qu'on va devoir changer, réformer, etc., tout d'un coup, c'est oui, mais tout compte fait, c'est mieux que on reste sur la position. Ceux qui veulent vraiment sauver la France, vous ne les verrez jamais sur les plateaux télé. Donc déliquescence absolue. Là, nous sommes à une époque charnière. Nous sommes en train de voir des gens qui sont tellement hargneux, tellement en colère, de voir le plan qu'ils avaient mis en place commencer à partir en vrille, ne pas fonctionner, qu'eux, ils vont passer à l'étape du dessus. Et là, l'étape du dessus, je ne suis pas certain que 90% des Français soient vraiment prêts
à le comprendre, à l'assimiler, à l'affronter. Advienne que pourra. Et je terminerai par une petite anecdote. Ce monsieur, peut-être que vous l'avez vu. Ce monsieur, il est apparu comme un lapin dans un chapeau de magicien. Dès le mois de février, dès l'attaque de Poutine en Ukraine. On l'a présenté comme un ancien du KGB qui avait été en mission dans les années 80 en France pour essayer de collecter des informations en tant qu'étudiant auprès de jeunes en lien avec des personnalités, etc. Politiques, etc. Et ce type, tout d'un coup, il débarque sur les plateaux de télé. Alors maintenant, on le voit quasiment tous les jours, pratiquement. Il connaît Vladimir Poutine. Il prétend que Vladimir Poutine est un gay. Il prétend que Vladimir Poutine est un fou. Il prétend que Vladimir Poutine est un malade. Eh bien, ce monsieur, à un moment donné, il m'a accroché parce que je lui avais fait un commentaire, parce qu'il disait que lui, il avait été dans les milieux. Et moi, je lui avais répondu, je dis, vous savez, moi, j'ai mis les pieds dans le ministère de la Défense, j'ai mis les pieds dans le ministère de l'Intérieur, j'ai mis les pieds dans l'école militaire. Et à votre avis, qu'est-ce que je pourrais éventuellement prétendre être, d'avoir mis les pieds dans ces endroits? Là, il commençait un petit peu à monter un petit peu en température. Et à un moment donné, je lui dis, moi je m'étonne, et ne soyez pas surpris que des gens soient dubitatifs et doutent de votre crédibilité lorsque tout d'un coup vous êtes justement apparu comme dans un chapeau de magicien, tel un lapin, sur les plateaux de télé, pour déverser autant de caricatures sur Poutine. Permettez-moi de vous dire que on a le droit de douter parce que avant, on vous a jamais vu sur les plateaux de télé. On vous a jamais invité. Ou peut-être tellement peu que personne s'en souvient. Et que tout d'un coup, pof, vous êtes la référence du jugement, la référence de ce qui se passe en Russie, etc. Alors que, apparemment, la Russie, c'est quand la dernière fois vous y avez été. Je ne crois pas que vous y avez tourné, puisque comme vous avez changé de camp, peut-être que le SBI aujourd'hui considère que vous êtes un espion. Donc si jamais vous allez en Russie, vous ne risquez pas d'en ressortir. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il n'est pas retourné, si justement il n'a pas eu des problèmes. Enfin bref. Mais voilà, c'est l'exemple même de l'individu qu'on invite sur les plateaux télé parce qu'il c'est expert, parce qu'il a écrit un bouquin, parce qu'il a été au KGB, parce qu'il a été dans la même session d'enseignement de l'école du KGB que Poutine, que le mec qui prétend connaître bien Poutine, sauf que le mec quand il raconte ses histoires, on sent que tout est de surface. C'est-à-dire que si à un moment donné on lui met en face de lui quelqu'un qui est peut-être un peu plus technique, un peu plus profond dans les aspects, les rouages, les mécanismes, on va se rendre compte que le mec en réalité il n'en sait pas plus. Peut-être qu'il a su, mais aujourd'hui, il n'est pas dans les affaires. Il n'est pas dans les rouages, il n'est pas dans les couloirs des ministères, il n'est pas dans les couloirs de la diplomatie, pour se prétendre pouvoir juger Vladimir Poutine. Même si on est d'accord sur le fait que, attention, je ne suis pas pro-Poutine, Poutine a ses défauts. Mais attention, des défauts parfois qu'on exacerbe par rapport à une vision altérée. Cette vision que nous avons en tant que Français, parfois même à juger les autres, culture, pays, décision, orientation, parce qu'il y a un moment donné où on se réfère par rapport à ce que nous sommes en tant que Français, surtout par rapport à la religion par exemple. Il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas et qui jugent certains pays parce que dans leur pays, il y a des traditions, etc. Mais oui, mais trouvez-moi un pays qui a, à un moment donné, décidé de couper la tête d'un roi. Trouvez-moi un pays qui un jour a voulu essayer d'interdire la religion. Trouvez-moi un pays qui, à un moment donné, a eu un empereur qui a rétabli la religion, mais avec un certain nombre de critères, etc., des critères qui ont été plus réaffirmés par cette fameuse loi sur la séparation de l'Église et de l'État, dont d'ailleurs nous avons l'exemple de Strasbourg, la mairie écologiste de Strasbourg qui a décidé d'interdire un certain nombre de produits pour le prochain marché de Noël. Les raclettes, raclette, je ne sais plus, puis d'autres produits, etc., seront interdits à la vente.
Par contre, on vendra des samoussas et des lokum. Les crucifix sont interdits. Les bottes de Noël sont interdites. Alors évidemment, ça fait un petit peu scandale. Mais moi, ce qui m'épate, c'est que personne n'a fait le lien sur le fait que la mairie écologiste était en train tout simplement de s'attaquer dans son petit côté anticlérical contre la tradition religieuse de Noël. Alors que l'Alsace et la Lorraine ont le bénéfice d'un concordat qui a été signé, je crois, en 1890, je ne sais plus, fin du 19e, à l'époque où elle était française. Mais du coup, à un moment donné, lorsqu'on a eu la guerre avec la Prusse a récupéré l'Alsace et la Lorraine, et c'est l'Alsace et la Lorraine où nous les avons récupérés après le 14-18. Donc l'Alsace et la Lorraine sont toujours avec le bénéfice de ce concordat qui extrait l'Alsace et la Lorraine d'appliquer les lois fondamentales de la séparation de l'Église et de l'État. Raison pour laquelle en Alsace, vous avez le droit de faire des cérémonies ou des commémorations religieuses sur l'espace public. Sauf que les écologistes de Strasbourg, ils ont légiféré pour dire que les traditions religieuses de Noël, du marché de Noël, conflit civilisationnel, conflit idéologique. Et vous n'avez pas fini d'en voir, parce qu'ils vont continuer, et je dirais même qu'ils vont accélérer le mouvement. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que vous finissiez par vous taper sur la gueule les uns les autres, comme je vous l'ai dit, pour donner une légitimité constitutionnelle de vous mettre sous cloche. Et une fois que vous serez sous cloche, là, Macron va pouvoir détruire la souveraineté, va pouvoir détruire l'État-nation, avec la complicité de la Commission européenne, qui elle aussi aujourd'hui est en train complètement de péter plus haut que son cul, au détriment même de l'existence du Parlement européen, dont d'ailleurs je ne reviendrai pas sur la commission, sur l'affaire Pfizer, qui est en train de monter un petit peu en vinaigre, mais évidemment vos médias ne vous en parlent pas. Ils ne vous en parlent pas parce que ce serait la démonstration que cette Commission européenne est en train tout simplement de se torcher le cul avec les principes même fondamentaux de la démocratie, du débat, du droit à la critique et à l'exigence de transparence. Parce que oui, la commission des députés européens ont demandé la présence du PDG de Pfizer, qui n'est finalement pas venu à la convocation, mais c'est une assistante qui est venue, et ils ont posé cette fameuse question en disant à savoir est-ce que vous avez testé la capacité de votre produit à empêcher la transmission. Et bien, ils ont dit que non. Donc à partir du moment où ils ont dit que non, ça veut dire que les gens qui ont été vaccinés avec Pfizer étaient transmetteurs, étaient contaminants. Donc ça veut dire que toutes les lois, toutes les sanctions qui ont été mises sur des gens, toutes les interdictions, toutes les suspensions de droits fondamentaux qu'on a appliquées en France sous prétexte que les gens qui ne se vaccinaient pas étaient dangereux et qu'il fallait les écarter du système, n'avaient absolument aucun droit, aucune légalité, aucune crédibilité. C'est-à-dire que si le Parlement européen réussit à obtenir les informations qui démontrent que, en effet, Pfizer ou peut-être la Commission européenne s'est octroyé ce droit de nous faire croire que, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que le maire, Macron, Castex, Philippe, Buzyn, Ferrand, tous ces gens-là aujourd'hui sont coupables. Sont coupables d'avoir pris des décisions sur des informations erronés qu'ils savaient. Mais ils ont joué le jeu. Mais vous pensez qu'ils vont passer devant un tribunal, ces gens-là? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Sauf si vous faites une révolution, sauf si vous faites un coup d'État, sauf si vous vous fixez derrière un leader.
Mais tout cela en secret. Ne jamais en parler sur YouTube, ne jamais en parler dans les réseaux sociaux. Une des priorités absolues. Souvenez-vous ce que je vous avais dit dans ma vidéo, qui date un petit peu maintenant, sur Faites votre révolution. Je vous invite à aller la voir pour comprendre. Et sur ce, je terminerai là-dessus en vous souhaitant une bonne fin de semaine et on se retrouve très prochainement au vu de l'accélération des événements et de l'actualité.